Le 1er janvier 2025, un geste inédit secoue le Sahel. 10 millions d'oies sont relâchés d'un seul coup au-dessus des terres brûlées. Au moment où la planète ironise, à Ouagadougou, des paysans épuisés se demandent si ces volatiles peuvent réellement rendre la terre à nouveau féconde. Derrière ce pari jugé insensé par certains, Ibrahim Traoré joue pourtant quelque chose de bien plus lourd, la possibilité d'arracher le Burkina Faso à la dépendance aux engrais importés. Si ces oiseaux réussissent là où la chimie a atteint ses limites, c'est tout l'équilibre agricole et politique du Sahel qui pourrait se renverser. Le projet Aile du désert n'a pas seulement bousculé l'opinion publique, il a ouvert une promesse inédite, transformer une expérimentation déroutante en une issue concrète pour l'agriculture du Sahel. Cette initiative offre une chance réelle de restaurer durablement les sols appauvris, un bénéfice décisif pour un pays où la fertilité du sol conditionne la survie économique de millions de familles. Mais cette promesse s'accompagne d'un risque majeur. Si l'expérience échoue, le Burkina Faso pourrait perdre des ressources essentielles, affaiblir ses agriculteurs et rompre l'équilibre fragile de son écosystème déjà menacé. Pourtant, un détail souvent ignoré intrigue les scientifiques. Les premières observations montrent un comportement des oies qui pourrait modifier plus rapidement que prévu la structure du sol, une piste qui renverse les certitudes établies. Et si cette intuition, longtemps balayée comme fantasme écologique, contenait justement la clé que beaucoup n'attendaient plus, dans les premières semaines suivant le déploiement, un fait inattendu a bouleversé les certitudes. Dans plusieurs zones du Sahel, les biologistes ont enregistré une hausse de 30% de la matière organique du sol. À peine quelques jours plus tard, une deuxième donnée a surpris les équipes. La germination spontanée de mil et de sorgho avait augmenté de 40%, un niveau jamais observé depuis plus d'une décennie. Ces deux signaux faibles ont obligé chercheurs, agronomes et conseillers gouvernementaux à réévaluer l'ensemble du projet pensé par Ibrahim Traoré. Au départ, Aile du désert n'était perçue que comme une opération improbable, presque folklorique. Comment imaginer que des oies, même robustes, puissent inverser des décennies de désertification, d'appauvrissement minéral et de pratiques agricoles épuisées? La situation du Burkina Faso, comme celle de nombreux pays du Sahel, était pourtant critique. Sécheresse répétée, sols lessivés, dépendance chronique aux engrais importés, prix agricoles instables et disparition progressive de la matière organique indispensable au cycle végétal. Dans ce contexte, chaque saison devenait un pari, chaque récolte une lutte contre la stérilité du terrain. Les premières décisions de 2025 s'inscrivaient donc dans une urgence silencieuse, celle d'un pays qui cherchait une issue face à une crise structurelle. Le pari des oies s'appuyait toutefois sur des précédents observés en Chine, en Égypte et dans certaines zones d'Inde, où des expérimentations plus modestes avaient montré que les migrations d'oiseaux pouvaient réanimer des terres semi-arides en les fertilisant naturellement. Mais jamais ce principe n'avait été testé à une échelle aussi gigantesque que celle mobilisée par le Burkina Faso. La logistique, avions, camions, équipes mixtes, agriculture-défense, témoignait d'une volonté très claire, rompre avec les solutions classiques, souvent coûteuses, pour créer un modèle reproductible et indépendant des industriels de l'engrais. C'est dans cette tension entre scepticisme et fascination que les premières semaines de 2025 ont pris un tournant inattendu, un moment où les faits commençaient à se substituer au jugement. Dans les jours qui ont suivi les premières observations scientifiques, une autre dynamique, plus humaine, a commencé à se dessiner dans les villages du Sahel. Akala, un cultivateur de mil de 58 ans, a décrit un phénomène qu'il n'avait plus vu depuis son adolescence. Une terre qui se défait sous les doigts, moins sèche, moins compacte, comme si quelque chose en modifiait lentement la texture. Dans une autre zone, à l'est de Ouagadougou, une jeune agricultrice a raconté que pour la première fois depuis 3 saisons, les graines qu'elle avait semées semblaient trouver un sol plus accueillant, au point qu'elle hésitait entre prudence et excitation. Ces micro-signaux, longtemps considérés comme anecdotiques, ont acquis un poids particulier lorsque les équipes du ministère de l'Agriculture ont commencé à recouper les témoignages avec les mesures de terrain. On constatait un léger relâchement du sol, une humidité résiduelle mieux retenue et une activité microbienne qui s'éveillait lentement, autant d'indices qui confirmaient ce que les habitants observaient intuitivement.
Si l'effet restait localisé, il n'en demeurait pas moins révélateur. Les oies ne semblaient pas seulement transiter, elles laissaient derrière elles un début de transformation biologique. Ce rôle de premier témoin donné aux villageois a modifié la perception du projet. Là où les spécialistes attendaient à des preuves chiffrées, les communautés rurales voyaient déjà des signes tangibles, parfois infimes, mais porteurs d'une nouvelle relation avec leur terre. Et dans ce paysage mêlant prudence et espérance, une idée simple commençait à émerger. L'impact réel du projet ne pouvait être compris qu'en suivant ceux qui vivaient au plus près des changements. La Terre répond avant les théories. Avant janvier 2025, le Sahel étouffait sous la sécheresse. Après l'annonce présidentielle, une mécanique inattendue s'est enclenchée. Le 1er janvier, Ibrahim Traoré officialise le plan. Le 2 janvier, les premières unités logistiques se mettent en route. Le 5 janvier, des hangars militaires sont réquisitionnés pour accueillir les oies venues de plusieurs élevages nationaux. Le 7 janvier, des équipes mixtes, agronomes, soldats, vétérinaires, finalisent les routes de déploiement. Le 10 janvier, à l'aube, les premières cages s'ouvrent, le ciel se remplit, le désert s'anime. Les médias étrangers, rien. À Paris, un quotidien titre « La République des oies ». À Dakar, un éditorial évoque un délire sahélien. Mais sur le terrain, les réactions diffèrent. Dans certains villages, les habitants observent la scène sans ironie. Ils photographient. Ils commentent. Ils espèrent. Le 12 janvier, les premières équipes de suivi prennent des échantillons. Sol sec, sol pauvre, sol presque mort. Pourtant, une fine couche de matière organique apparaît dans certaines zones que les oies ont déjà traversées. Minime, fragile, mais nouvelle. Le 18 janvier, d'autres groupes d'oies sont redéployés vers le centre du pays. Les oiseaux s'adaptent. Ils marchent, ils picorent, ils défèquent, ils fertilisent. Le 21 janvier, les premiers doutes internes émergent. Les oies survivront-elles aux températures ? Leur densité est-elle suffisante ? La dispersion est-elle trop rapide ? Mais les équipes de terrain rapportent autre chose. Dans certaines zones, le sable retient mieux l'humidité nocturne. Dans d'autres, la surface se fissure moins vite sous le soleil. Ce sont des micro-variations, difficiles à interpréter, mais impossibles à ignorer. Le 29 janvier, la presse burkinabé commence à nuancer ses positions. On parle moins de paris fou et davantage de expériences ouvertes. Des chercheurs étrangers demandent des accès aux données. Le Mali et le Niger observent à distance. Début février, un premier rapport interne mentionne des zones de réveil biologique. Le terme surprend, il circule, il dérange, il fait débat. Le 8 février, un agriculteur de Kala affirme avoir vu les premières pousses depuis des années. Les radios locales relaient, les sceptiques contestent, mais les images se multiplient. Personne ne peut encore parler de succès, mais personne ne peut parler d'échec. Le 15 février, une équipe d'agronomes mesure une humidité légèrement plus stable dans les sols touchés par les oies. Pas assez pour renverser la situation, suffisamment pour signaler une anomalie positive. Le 20 février, un second rapport confirme une hausse de l'activité microbienne. Les chiffres sont prudents, les conclusions restent ouvertes. Mais quelque chose se passe. Fin février, le débat change de nature, on ne demande plus « pourquoi des oies ?», on demande « jusqu'où cela peut-il aller ?» Ce mois et demi de terrain marque la transition décisive. De l'ironie à l'observation. De l'observation au doute. Du doute à la possibilité. Cette dynamique deviendra bientôt centrale. Au début du mois de mars, les premières données consolidées arrivent enfin sur le bureau des équipes scientifiques et elles bousculent la ligne de base posée avant le déploiement. En observant les écarts entre la situation initiale et son évolution, dans les zones contrôle, la matière organique stagnait autour d'un niveau extrêmement faible, insuffisant pour soutenir la moindre germination stable. Mais dans les secteurs traversés par les oies, les mesures indiquent une augmentation de 30% en moyenne. Ce pourcentage ne signifie pas que les sols sont redevenus fertiles, mais qu'ils se déplacent pour la première fois depuis des années vers un seuil biologique capable d'amorcer un cycle végétal résilient. Une deuxième mesure intrigue autant qu'elle rassure, la germination spontanée, quasiment nulle dans les zones non touchées, affiche une hausse de 40% dans les parcelles explorées par les oies. Ce chiffre n'annonce pas encore une production agricole complète, mais il montre que la dynamique de réveil du sol s'est enclenchée plus tôt que prévu, accélérant un processus
normalement très lent dans le Sahel. Enfin, la troisième donnée, peut-être la plus surprenante, concerne l'acidité du sol. Une réduction de 20% a été observée dans les échantillons prélevés. Cette baisse modérée mais constante permet aux nutriments essentiels de redevenir disponibles, améliorant la capacité des plantes à absorber ce dont elles ont besoin pour survivre dans un environnement hostile. Ces trois indicateurs constituent le cœur du débat scientifique. Ils ne prouvent pas encore la réussite totale de l'initiative voulue par Ibrahim Traoré, mais ils créent un bouleversement méthodologique. Les sols du Sahel, réputés inertes, semblent réagir plus rapidement qu'attendus au passage d'organismes vivants capables de redistribuer nutriments et semences. Les équipes du ministère de l'Agriculture multiplient alors les vérifications, recalculent les marges d'erreur et comparent les données avec des expériences menées en Égypte et en Chine, où des dynamiques similaires avaient été observées, mais à une échelle bien plus modeste. Les résultats sont cohérents. Le sol ne régénère pas seulement parce qu'il reçoit un apport extérieur, mais parce que l'activité microbienne, stimulée par les passages répétés d'oie, enclenche un cercle vertueux difficile à reproduire autrement. Pour les chercheurs, une conviction commence à émerger. La méthode n'efface pas les décennies de désertification, mais elle ouvre un corridor biologique que les solutions chimiques n'avaient jamais pu créer. Pour les paysans, les effets concrets restent légers mais visibles. Pour les décideurs, l'élément décisif est ailleurs. La trajectoire des chiffres se redresse. Et cette inflexion suffit déjà à reconfigurer les projections agricoles pour l'année suivante. Une réalité se dessine, les sols réapprennent à répondre. Depuis que le projet Aile du désert a commencé à produire ses premiers signaux positifs, deux camps se sont formés parmi les experts, chacun avançant des arguments solides qu'il faut examiner sans caricature. D'un côté, les sceptiques affirment que l'introduction massive d'oies dans un écosystème fragile comporte des risques structurels. Selon eux, une espèce déployée à trop grande échelle peut perturber les équilibres locaux, provoquer une pression sur la faune existante, ou faciliter la propagation de maladies aviaires difficiles à contrôler. Il rappelle également que la survie des oies dans un environnement aussi aride n'est jamais garantie, et que la dynamique positive observée pourrait n'être qu'un phénomène temporaire lié aux conditions climatiques exceptionnelles de la saison. De l'autre côté, les défenseurs du projet s'appuient sur des précédents documentés et des résultats concrets. Ils rappellent que des expériences menées en Égypte, en Chine et même en Inde ont démontré que les oies pouvaient revitaliser des sols semi-arides grâce à leur capacité naturelle à fertiliser, à semer involontairement et à enrichir la matière organique. Ils soulignent que les équipes burkinabées ont procédé par étapes, sous surveillance scientifique constante, justement pour minimiser les risques écologiques. Les données recueillies, hausse de la matière organique, meilleure germination, réduction mesurée de l'acidité, offrent un socle empirique difficile à écarter. Le Stillman impose alors une synthèse. Les critiques ne sont pas infondées, car un déséquilibre écologique reste possible. Mais les résultats préliminaires montrent que, dans le contexte précis du Sahel, les oies ont produit des effets mesurables que les solutions chimiques n'avaient jamais permis d'obtenir. En d'autres termes, le projet n'est ni une panacée ni une folie. C'est une stratégie expérimentale qui doit être jugée sur ses chiffres, ses progrès et surtout sa capacité à s'adapter aux risques identifiés par ses propres opposants. Au milieu du mois de mars, les données et les témoignages convergent enfin, révélant une dynamique que personne n'avait anticipée à cette vitesse. Dans plusieurs zones test, les sols ne montrent plus seulement une amélioration ponctuelle. Ils commencent à présenter un schéma reproductible de régénération, comme si un seuil invisible avait été franchi. Les agronomes observent alors un phénomène inattendu. Les oies, en circulant de manière cyclique autour des mêmes points d'eau, créent des anneaux de fertilité où la matière organique se densifie semaine après semaine. Cette répétition du passage des oiseaux transforme progressivement le sol, non par un apport massif, mais par une série de micro-interventions cumulées. Pour Ibrahim Traoré, ce signal constitue un tournant politique majeur. Il prouve que la dynamique engagée n'est pas un accident, mais un mécanisme qui peut être encadré, renforcé et projeté à grande échelle.
Les équipes gouvernementales commencent alors à élaborer un modèle d'expansion fondé sur ces zones cœurs, dans l'idée de transformer ces premiers cercles régénérés en corridors agricoles. Le scepticisme demeure, mais une question change tout. Si le phénomène se répète dans les mois suivants, peut-on encore parler d'expérience ou faut-il parler désormais de stratégie de transformation ? Pour ceux qui travaillent la terre, dans les villages du Sahel, les paysans sont les premiers à percevoir les conséquences concrètes du passage des oies. Les sols, autrefois durs et fissurés, deviennent légèrement plus souples, retenant mieux l'humidité nocturne. Les graines de mil et de sorgho germent plus facilement, réduisant la pression financière liée à l'achat de semences supplémentaires. Même si les volumes agricoles n'ont pas encore explosé, la simple possibilité d'une récolte plus stable transforme l'horizon mental des familles. Pour beaucoup, l'initiative d'Ibrahim Traoré représente non seulement une méthode, mais un retour d'espoir. Du côté des acteurs économiques, les marchés locaux réagissent rapidement aux premiers signaux. La baisse progressive de la dépendance aux engrais importés, l'un des coûts les plus lourds pour les exploitations, modifie les prévisions économiques. Les distributeurs d'intrants agricoles commencent à réévaluer leur stratégie, anticipant un basculement vers des modèles plus autonomes. Parallèlement, de petites entreprises rurales se forment autour de la gestion des réseaux d'eau, de la logistique avicole et du suivi des sols. Ce n'est pas encore une révolution économique, mais une réorientation lente, structurée, qui ouvre un marché nouveau, celui de la fertilisation naturelle contrôlée. Du côté de l'État, pour le gouvernement burkinabé, les premières retombées du projet dépassent l'enjeu agricole. La diminution progressive des importations d'engrais libère une marge budgétaire essentielle dans un pays où chaque dépense stratégique compte. Le projet devient un outil diplomatique. Des délégations du Mali, du Niger et du Tchad demandent déjà à observer les zones pilotes. L'administration commence à structurer une doctrine interne autour de la régénération biologique, cherchant à institutionnaliser ce qui n'était au départ qu'une expérimentation audacieuse. Et derrière cette trajectoire se dessine clairement la volonté d'Ibrahim Traoré, repositionner le Burkina Faso comme un acteur capable de proposer un modèle sahélien indépendant des influences extérieures. À l'échelle régionale, l'initiative change la narration traditionnelle qui oppose désertification et fatalité. Les pays voisins observent avec prudence mais aussi curiosité. L'idée qu'un mécanisme biologique puisse produire des résultats rapides remet en question les approches classiques fondées sur l'irrigation lourde et les engrais importés. Certaines ONG environnementales reconsidèrent leur stratégie locale, envisageant d'intégrer les oiseaux migrateurs comme indicateurs ou facilitateurs biologiques. La presse internationale, d'abord moqueuse, commence à publier des analyses plus nuancées, reconnaissant que le Burkina Faso a ouvert une piste que personne n'avait sérieusement envisagée. Au croisement de ces quatre dynamiques, un constat s'impose. L'impact du projet dépasse largement les sols qu'il régénère. Il modifie les anticipations économiques, recompose les équilibres politiques et redéfinit l'imaginaire régional face au changement climatique. Reste à savoir si cette transformation pourra se maintenir, ou si elle n'est qu'une fenêtre fragile qu'il faudra apprendre à solidifier. À ce stade, le projet L du désert se trouve dans un moment charnière, assez avancé pour offrir des signaux solides, mais encore trop jeune pour écarter les incertitudes structurelles du Sahel. Les 6 à 12 prochains mois peuvent donc s'organiser autour de 3 trajectoires plausibles, chacune dépendant de la réaction du sol, de la gestion des oies et de la stabilité climatique. Dans cette trajectoire, les anneaux de fertilité identifiés ces derniers mois continuent de s'étendre à un rythme mesuré. Les sols gagnent en cohésion. La matière organique augmente lentement mais régulièrement. Les cycles de germination deviennent plus prévisibles. Les agriculteurs, forts de ces signaux récurrents, ajustent leurs méthodes. Semis plus précoces, rotation plus ciblée, meilleure gestion des points d'eau. L'État renforce alors l'infrastructure minimale, bassin d'abreuvement, équipes mobiles de suivi, formation locale, afin de stabiliser cette dynamique. Dans ce scénario, la transformation n'est pas spectaculaire, mais elle devient durable, posant les fondations d'un modèle reproductible. Ici, la tendance observée au printemps se renforce plus vite que prévu. Les cycles des oies s'organisent naturellement autour de nouveaux points d'eau, les sols répondent avec une rapidité inhabituelle, des corridors régénérés apparaissent entre plusieurs zones pilotes.
Le Mali, le Niger et même le Tchad sollicitent d'OSFOR des rapports techniques pour préparer leurs propres projets. Les organisations internationales commencent à financer des études de duplication, transformant ce qui était une initiative nationale en prototype continental. Dans ce cas, le Burkina Faso, porté par l'élan politique initié par Ibrahim Traoré, devient un centre de référence pour l'agriculture biologique en zone aride, redéfinissant son rôle géopolitique. Dans ce scénario, plusieurs obstacles surgissent, une saison sèche exceptionnellement longue, une surpopulation d'oies dans certaines zones, un ralentissement de l'activité microbienne ou des tensions locales autour de la gestion de l'eau. La dynamique positive s'affaiblit. Certains sols retombent dans leur inertie précédente, les communautés rurales perdent confiance. Le gouvernement doit alors réduire l'échelle du projet, analyser les défaillances, protéger les zones déjà régénérées et éviter une crise écologique plus large. Au-delà de ces trois voies, une recommandation s'impose. Penser en seuil, pas en miracle. Les 6 prochains mois ne décideront pas seulement du succès apparent du projet, mais de sa capacité à franchir les points critiques qui séparent une expérimentation prometteuse d'un modèle réellement stable. Au fil des mois, quelque chose de plus profond que les chiffres a commencé à se produire. Le projet Aile du désert a touché des couches entières de la société burkinabé, bien au-delà des champs régénérés ou des rapports scientifiques. 3 groupes en particulier ressentent cette transformation avec une intensité différente, chacun y projetant ses propres attentes, ses craintes et ses espoirs. Pour les familles vivant dans les zones arides, l'impact dépasse le cadre agricole. Voir la terre réagir, même modestement, génère une forme de dignité retrouvée. Les jeunes, souvent tentés par l'exode, envisagent désormais la possibilité d'un avenir ancré dans leur propre village. Les anciens, qui ont vu les sols se dégrader pendant des décennies, interprètent les premières pousses comme un signe de continuité, voire de réparation. Pour eux, la question n'est plus de savoir si les oies peuvent tout changer, mais si la terre peut à nouveau être un lieu où l'on construit quelque chose. Dans les villes, le projet devient un symbole de réinvention collective. Les jeunes citadins redécouvrent l'idée qu'une solution locale, née d'un geste audacieux, peut rivaliser avec les modèles importés. Sur les réseaux, ils partagent des images des premières zones verdissantes, non comme des miracles, mais comme des preuves que l'innovation peut être enracinée dans la réalité du pays. Cette fierté diffuse renforce un sentiment d'appartenance nationale qui avait été affaibli par les crises successives. Pour les enseignants, ONG locales et formateurs agricoles, Aile du désert devient un outil pédagogique. On y voit une manière d'illustrer les cycles biologiques, la gestion durable et la résilience climatique. Des ateliers se créent, des formations s'improvisent, des partenariats émergent entre écoles et champs pilotes. Le projet nourrit une imagination nouvelle, celle d'un Burkina Faso capable de s'inventer lui-même. En filigrane, 2 gestes simples commencent à circuler. Planter quelques graines dans les zones touchées et suivre l'humidité du sol semaine après semaine. 2 petites actions qui nourrissent une grande question. Et si chacun pouvait amplifier, même légèrement, l'élan engagé, pour que le projet Aile du désert dépasse l'étape expérimentale et devienne un modèle durable, une feuille de route précise s'impose. Les signaux positifs existent, mais leur stabilisation exige une organisation méthodique, mesurable et capable de résister aux aléas climatiques. Les équipes proches d'Ibrahim Traoré proposent ainsi plusieurs axes structurants, chacun pensé pour transformer les premiers succès en trajectoires longues. Oiseaux. À quel moment? Session mensuelle dans les zones pilotes. L'indicateur associé est taux d'adoption des pratiques, plus germination observée sur les parcelles de formation. Environnement logistique. Définir les seuils d'expansion. À quel moment? Dès le prochain trimestre. L'indicateur associé est capacité à répliquer les résultats dans 3 nouvelles zones. Au final, la clé réside moins dans la vitesse que dans la précision. Un modèle vivant se consolide par constance, pas par ampleur soudaine. Dans les villages du Sahel, les premières pousses observées à Kaila, celles que le cultivateur décrivait comme une terre qui se défait sous les doigts, sont devenues bien plus qu'un simple signe biologique. Elles incarnent désormais un symbole partagé, un fil qui relie les familles, les saisons, et cette ambition improbable lancée au début de 2025. On raconte encore comment, dans les premiers jours,
Certains habitants observaient les oies avec une hésitation mêlée de doute et de curiosité, comme si le destin de leur champ dépendait soudain du mouvement d'ailes de milliers d'oiseaux venus perturber un paysage figé. Aujourd'hui, alors que les sols montrent des réponses tangibles, ces moments reviennent en mémoire avec une intensité nouvelle. Le geste d'Ibrahim Traoré, jugé insensé par beaucoup, apparaît sous un autre jour, non pas comme une rupture seulement politique, mais comme une tentative de redonner à la terre et aux hommes la possibilité d'un avenir partagé. Les habitants parlent moins de miracle que de renaissance, moins d'audace que de persévérance, comme si le Sahel retrouvait lentement son souffle. Et au cœur de cette histoire renaît une intuition simple. La terre écoute quand on l'aide. À présent, alors que les premiers résultats du projet Aile du désert commencent à circuler au-delà des frontières burkinabées, une chose devient claire. Cette initiative n'est plus seulement une expérience écologique, mais un symbole de souveraineté et de réinvention collective. Dans les villages comme dans les villes, chacun y voit une invitation à repenser la relation entre humain, sol et avenir, non pas dans une logique de dépendance, mais dans celle d'une reconstruction patiente, enracinée et partagée. Ce modèle encore fragile rappelle qu'il existe des solutions capables de naître localement, loin des grandes infrastructures ou des technologies coûteuses. Il montre que les territoires peuvent trouver dans leur propre dynamique, biologique, sociale, communautaire, l'amorce d'une transformation durable. Et si cette démarche inspire aujourd'hui le Burkina Faso, elle pourrait demain nourrir d'autres régions confrontées aux mêmes impasses, aux mêmes urgences, aux mêmes aspirations. Reste une question ouverte, et elle appartient désormais à chacun. Comment voulons-nous contribuer, à notre échelle, à amplifier les terres qui renaissent ?